Bonjour ou bonjour. Donc, les supply chains ou les chaînes d'attaque, les chaînes d'approvisionnement, qu'en est-il? Donc déjà, en 2021, l'ENISA avait publié un rapport disant qu'il y avait une hausse de plus de 650%. Et on se rappelle depuis là qu'il y a eu SolarWinds, Kaseya, Colonel Pipeline. En 2023, c'est toujours le même cas, augmentation des menaces. Et d'après certains rapports, on s'attendrait d'ici 2031 à une perte de plus de 138 milliards de dollars. Donc on a eu quelques attaques qui ont été présentées, notamment donc, Windows avec la partie clé MSA, Atlassian ou encore Move IT. Cependant, il y en a d'autres. Oui, la célèbre et emblématique société américaine Okta, qui réalise, enfin qui fait la gestion des mots de passe et des accès, a été ciblée par un groupe de cybercriminels et ce groupe a mis son temps afin de réaliser une opération sur le long terme afin de pouvoir plus facilement s'en prendre aux clients d'Okta par la suite pour finir en beauté avec, je dirais, une exposition médiatique de ses clients assez importante. Donc, si on reprend un peu la chronologie et les impacts d'Okta, on voit que Lapsus est le groupe qui a orchestré cette attaque un petit peu longtemps en arrière parce que les premières attaques et les premiers indices de compromission remontent à l'année 2022. La première chose, c'était des piratages autour des repositories GitHub d'Okta en récupérant du code source de leurs applications. Et également, Lapsus met en évidence le fait qu'il a accès au portail de super utilisateurs Okta afin de pouvoir modifier les accès de ses clients. Donc, de plus, un rapport contenant des adresses email a été volé au support client, du moins exfiltré, ce qui fait qu'on a pu, Lapsus a pu organiser des campagnes de phishing auprès justement de ses clients. Donc, si on fait un tout petit retour en arrière, le principal vecteur d'attaque a été un VPN mal configuré qui était utilisé par la société Sikes. Sikes qui a été racheté par Citel. Enfin, Sikes qui était, je dirais, un prestataire d'Okta, mais qui a été racheté par Citel en 2021. Et Citel, quelque part, avait cette vulnérabilité dans l'usage de son VPN qui a été exploitée par Lapsus, par la compromission, je dirais, d'un post utilisateur qui avait ce VPN. Donc, la question qu'on pourra se poser après, est-ce que Okta a bien audité Citel? Oups, j'ai touché l'écran. Donc la procédure, ils ont utilisé le support client comme ils le font habituellement, en ce sens que le support utilise pour aider leurs clients qui rencontrent des problèmes la suite Burp qui permet de créer des fichiers AR et à l'intérieur de ces fichiers AR, on peut récupérer des cookies de session. Ces cookies de session ont été réutilisés après par justement Lapsus pour se faire passer pour des clients légitimes auprès du support, cette fois-ci réel d'Okta, et également de pouvoir modifier justement les accès pour leur propre compte. Les victimes, ils sont nombreuses, quasiment 1% des clients d'Okta, dont 3 qui revient de manière majeure parce que ont eu des alertes sur leur système avec des indices de compromission qui sont Cloudflare, qui sont OnePassword et également Beyond Trust. D'ailleurs, ce dernier a envoyé, je dirais, des informations afin d'aider Okta pour résoudre leurs problèmes. De plus, Railway Healthcare s'est fait dérober quasiment 5000 noms, adresses de leurs clients. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette attaque a permis de rebondir sur les attaques, je dirais, MGM et César Palace,
que Jérôme va vous exposer après nous. Ok. Il y a aussi l'attaque 3CX qui impliquait le logiciel donc, de voix sur IP 3CX Desktop. On parle notamment quand même d'un bon nombre de clients, donc plus de 600 000, et de plus de 12 000 utilisateurs. Ce qui est intéressant, c'est finalement cette temporalité, parce qu'on a une sorte de double attaque donc, de chaînes d'approvisionnement, mais qui sont décorrélées. La première, c'est au niveau de la partie développement, au niveau de Xtrader, donc, qui est un logiciel de trading qui a été compromis. Et par la suite, ce logiciel a été téléchargé sur le poste d'un utilisateur, ce qui a permis d'avoir l'attaque 3CX. Et du coup, on se retrouve avec un logiciel compromis qui était disponible encore sur le net, qui se retrouve sur le poste d'un utilisateur, compromission du poste, récupération des données, récupération des identifiants, ce qui a permis au groupe par la suite de pivoter au sein du réseau 3CX, de compromettre 2 serveurs de build, notamment pour Microsoft et macOS. À partir de là, injection donc, de librairies compromises ou malveillantes dans ces logiciels. Et la boucle est bouclée puisqu'on se retrouve avec des logiciels qui sont dits de confiance, mais finalement compromis et mis à disposition auprès d'utilisateurs, qui se retrouvent, donc nombreux clients, avec des machines infectées, soit avec des charges utiles, des infostealers, comme on en parlait auparavant, mais aussi des ports dérobés. Et du coup, l'une des problématiques maintenant, c'est de se dire que finalement, à partir d'usage de la chaîne d'approvisionnement, maintenant les attaquants sont capables, comme pour le cas de SolarWinds, de pouvoir atteindre des cibles qui n'étaient pas du tout, entre guillemets, atteignables, puisque pas forcément accessibles, une sécurité accrue ou que sais-je. Donc en conclusion... non, pardon. Donc il y a aussi le cas de Ledger, j'ai oublié celui-ci, donc qui est la licorne française, où il y a eu donc, injection de code au niveau de sa bibliothèque pour Ledger Connect, Kit, ce qui a permis, donc, même si ça a été corrigé assez rapidement, en moins de 40 minutes, et malgré le fait que le code a été disponible pendant 5 heures, il était actif pendant 2 heures, de lourdes pertes, puisqu'on parle de 610 000 $ drainés sur plusieurs portefeuilles donc, de l'attaquant, et aussi une perte de plus de 850 000 $ pour la partie Revoke.cache. Donc là, on arrive à la conclusion quand même. Donc en conclusion, on se rend compte que d'année après année, donc, la chaîne d'approvisionnement reste une voie royale pour les cybermalveillants. Ce qu'on vous encourage de réaliser, c'est des audits réguliers de vos sous-traitants qui, notamment, vous alimentent à travers de vos supply chains, parce qu'on voit que le cas d'Octa a été déjà utilisé par rapport à leur VPN avec Colonial Pipeline, où la corruption initiale était d'ailleurs un VPN mal configuré. Et également un changement de dimension pour le métier du RSSI qui doit couvrir toujours un champ beaucoup plus large que technique ou organisationnel, avec de la conformité, comme vous le voyez avec NIS 2 et avec NIS 2 qui vont donner beaucoup de méthodologies, et pour les établissements financiers bancaires, DORA, qui va être également prochainement mise en œuvre en France. Merci.